Professeur Alchaninov, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau dans le cadre du congrès CardioValve qui se tient à Tours. Et vous avez participé activement à une session sur la valve aortique. Est-ce qu'on peut déjà en sortir quelques points forts, notamment sur les communications qui n'étaient pas les vôtres, et on viendra après à ce qui vous intéresse plus particulièrement. Donc on a abordé un petit peu la classification du rétrécissement aortique, puisqu'il y a eu récemment, avec les recommandations américaines, une autre forme de classification en différents grades, un petit peu complexe, qui finalement part du bon sens clinique. On ne sait pas vraiment si c'est utile de l'appliquer en pratique clinique. Ça a été bien détaillé. Ensuite, on a décrit les différentes formes de rétrécissement aortique, à gradient élevé, à gradient bas, fraction d'éjection préservée, non préservée. Donc ça a été très très bien décrit. Tout est clair maintenant sur les différents stades. Là, c'est du classique et on est resté dedans. Oui. C'était du classique, mais je veux dire en essayant d'expliquer pourquoi il y avait eu une nouvelle classification. Ensuite, il y a eu une deuxième présentation sur les examens qui ne sont pas trop classiques dans l'évaluation du rétrécissement aortique, puisque d'habitude c'est vraiment l'échographie, l'examen de base. Et là, c'était dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser le scanner, l'IRM ou l'épreuve d'effort. Alors l'épreuve d'effort, c'est un peu classique aussi, c'est le rétrécissement aortique serré asymptomatique, donc ça n'avait rien de particulier. Et c'était beaucoup l'intérêt du scanner avec le score calcique. Dans les formes où on ne sait pas très bien si le rétrécissement aortique est serré ou pas. C'est vrai qu'on sait que le rétrécissement aortique est calcifié, et donc cette valeur quantitative du score calcique peut aider à dire si le rétrécissement aortique en est au stade de sévérité ou pas. Et puis il y a eu du progrès là-dessus, je vous interromps. Alors c'est un petit peu, surtout le score calcique, le fait de donner une valeur qui peut permettre de dire, voilà, en dessous de ça, on est sûr qu'il n'y a pas de rétrécissement aortique serré. Au-delà de ça, on est sûr qu'il y en a un. Et entre les deux, il faut utiliser en fait plusieurs examens ensemble pour... C'est un peu toujours du bon sens clinique quand même. Donc le surcalcique fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, voilà, quand on est un petit peu in between. Voilà. C'est ça? Voilà. Et puis pour ce qui vous concerne, votre sujet sur lequel vous êtes intervenu, qu'avez-vous apporté comme information? Qu'avez-vous souhaité passer comme message? Alors il y a des recommandations actuellement européennes qui datent de 2012, donc ça fait déjà 4 ans. Et le message, c'est que ces recommandations, elles sont déjà un petit peu vieilles parce qu'elles sont basées sur une étude qui a été publiée en 2010-2011 et des patients qui étaient traités avant, en 2007-2009. Bon, et dans ces recommandations, aujourd'hui, on est au TAVI pour des patients inopérables ou à haut risque. Or, depuis cette étude Princeps, il y a eu énormément d'améliorations, énormément d'études très bien menées scientifiques, avec les nouveaux dispositifs, avec également une évaluation des patients moins fragiles, en gros, à risque intermédiaire. Donc en fait, on a fait un énorme pas en avant sans que ce soit encore dans les recommandations. Et les messages, c'est qu'à ce jour, la plupart des procédures peuvent se faire par voie fémorale et peuvent se faire vraiment de façon simple, presque comme un stent, parce qu'on peut le faire sous anesthésie locale, avec une durée d'hospitalisation brève, un taux de mortalité qui a franchement diminué puisqu'il est en gros de 1 à 2% à 1 mois, avec un taux d'AVC qui est aussi inférieur à 2%. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les études récentes, vraiment toujours bien menées et randomisées, ont même montré qu'un TAVI par voie fémorale donne de meilleurs résultats qu'une chirurgie chez des patients à risque intermédiaire. Donc on avance vraiment dans l'extension du TAVI. Meilleur résultat que la chirurgie, ça veut dire à court terme, déjà un peu de recul, à un an déjà. Voilà. Et donc, et tout est lié en fait à la procédure. C'est-à-dire que la procédure, forcément une procédure de TAVI est plus simple qu'une chirurgie parce que justement il n'y a pas l'anesthésie générale, il n'y a pas la sternatomie, il n'y a pas la phase de réanimation, il n'y a pas tous les cathéters qui s'associent à une chirurgie, l'intubation. Et ça se traduit en fait dans les chiffres, dans les études, que ça réduit la mortalité pour ces patients. Donc c'est quand même une donnée très importante. Alors, qui ne passe pas encore à la pratique parce que ce n'est pas encore inscrit dans les recommandations. Et pour des équipes très spécialisées comme la vôtre, commencez un petit peu à y aller? C'est-à-dire que nous, tous les cas sont discutés avec les chirurgiens, et les chirurgiens étant conscients eux-mêmes à la fois des résultats et aussi de la simplification du geste et du fait que le patient se réautonomise beaucoup plus vite, est d'accord maintenant pour que les patients octogénaires, même s'ils ont peu de comorbidité, soient plutôt traités par TAVI quand on s'attend à un bon résultat parce que les artères fémorales sont bonnes,
que de le garder pour la chirurgie. Donc il y a quand même une évolution des mentalités, mais on n'en est pas du tout aux patients plus jeunes, aux tout venants, on n'en est pas encore là. Mais on sent que les choses avancent, mais de façon scientifique. Et lente, c'est normal. Lente, voilà. Et à quelle échéance est-ce que vous pensez avoir des informations suffisamment pertinentes justement pour pouvoir franchir officiellement ce pas? Alors Et lesquelles? Le fait de proposer le TAVI en première intention à des patients à risque intermédiaire, en gros des gens probablement un peu octogénaires mais sans facteur de risque, ça devrait être inscrit dans les recommandations qui vont être revisitées en quelque sorte en 2017. Ouais. Donc pas l'été prochain mais celui d'après, donc dans 15 mois en gros. C'est-à-dire en septembre 2017 pour voilà. l'ASC. Et il y a déjà 2 études en cours qui viennent d'être lancées, vraiment très provocantes, parce que c'est TAVI pour tous en gros, c'est tous les patients de plus de 65 ans randomisés entre TAVI et chirurgie. Donc là c'est vraiment une étape supplémentaire, c'est c'est du lourd. Partner 3, Corval. Et donc tout ça c'est prometteur, mais il y a certains points qui sont absolument indispensables avant de dire que voilà, ça va être TAVI pour tout le monde, c'est de s'assurer de la durabilité. Parce que pour l'instant, les études vraiment bien menées, elles vont jusqu'à 5 ans, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Donc il faut absolument suivre ça de près, parce que finalement, il faut que les résultats soient bons pour la durabilité. Il faut aussi se poser un peu la question de quelques points encore non résolus. Par exemple, le taux de pacemaker, il est quand même de 10%. Donc voilà, il faut savoir que si on a 70 ans, on est sur la pacemaker, il ne faut pas changer de pacemaker. Et puis, quel traitement autour de la procédure, anticoagulant, comment réaccéder au coronaire, enfin des choses un peu qui ne sont pas majeures, mais qui seront quand même à prendre en considération dans l'avenir. Est-ce que les problèmes dont on entendait parler, je ne vais pas dire au début, mais dans un passé encore récent, de taille de l'anneau, de choses comme ça, est-ce que c'est résolu aujourd'hui? Alors oui, on peut dire qu'en tout cas, le scanner est considéré comme l'examen de référence pour bien choisir la taille de la valve, que maintenant il y a une panoplie de tailles qui est assez large, quasiment il y a toutes les tailles pour tous les patients. En gros, ça devient une exception de ne pas avoir la taille qui est adaptée à son anneau. On est dans le prêt-à-porter. Presque, voilà. Les fuites paravalvulaires, qui étaient un gros problème parce qu'on savait que c'était associé à un mauvais pronostic, elles ont été très fortement réduites par les nouveaux dispositifs qui sont équipés en quelque sorte d'une collerette anti-fuite sur les côtés. Et la taille des introducteurs a diminué, il y a moins de complications vasculaires. Les patients sont mieux sélectionnés aussi, c'est-à-dire qu'on sait mieux lequel est mieux adapté à quelle valve, à quel accès. Donc les opérateurs ont plus d'expérience. Donc que des bonnes nouvelles? Oui, puis ça évolue tout le temps, vraiment. On a l'impression que tous les 3 mois, il y a quelque chose de nouveau et que ça va toujours dans le sens d'une confirmation quand même des... Donc les recommandations seront toujours obsolètes alors Oui, elles sont un peu obsolètes, mais je pense qu'il faut s'y tenir quand même parce qu'on attend quand même la durabilité qui est une chose importante. Et puis il faut aussi faire attention à ce que les indications soient bien pesées, que les résultats dont je vous ai parlé soient applicables dans tous les centres. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain volume pour s'attendre à d'aussi bons résultats. Donc, Merci beaucoup pour cette mise au point claire, rapide et optimiste donc. Merci.